Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi 22 avril, la lecture continue, voilà, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour réfléchir aux mots MAUX présents grâce aux mots MOTS du passé. Oui, j'y ai réfléchi toute la matinée à ce subtil jeu de mots, on peut le dire. Voilà, n'est pas j'ai un génie qui veut, mais c'est parti. Enfin, avant de partir, une petite réflexion du matin. Voilà, je me permets d'ajouter ma pierre à l'édifice, une petite question que je me suis posée, moi, et que sans doute Sylvain Tesson s'est posée, mais qu'il n'a pas mis dans son livre, hein. Oui, il y a des trucs qu'il faut éliminer, peut-être. En tout cas, voilà, j'ai eu du mal à me réveiller ce matin. Et je me suis fait cette réflexion, cette question, je me suis posé cette question, comment se réveillait un héros grec? Oui, d'une part parce qu'il n'avait pas de réveil, donc ça déjà c'est... Ah mince, vous n'avez pas de son. D'une part, le héros grec n'avait pas de réveil, vous m'entendez? Et d'autre part, le héros grec savait que dans la journée, il allait se battre, il allait faire la guerre, voilà, à la guerre de Troie, hein, je parle bien sûr. Donc, comment ne pas se réveiller difficilement, lourdement? Voilà, moi j'ai toujours cette petite voix, je pense qu'on a tous une petite voix le matin qui nous dit ouh c'est dur, ou alors allez, aujourd'hui j'y vais. Ben voilà, quelle était cette petite voix qu'avaient les héros grecs? C'est ce que je me pose comme question et j'en viens à la réponse à me dire peut-être que ce qui fait la différence entre nous et un héros grec, c'est justement cette petite voix intérieure. La petite voix intérieure d'Achille le matin qui lui dit pas ouh là là, dur dur de se lever, mais en avant, en avant. Pensez-y demain, voilà. Pensez à quand vous aurez votre petite voix qui vous réveillera demain matin. Pensez à quelle serait la petite voix d'Achille ou la petite voix d'Ulysse. Vous me raconterez. Allez, on arrête un petit peu, on repart. On repart alors avec Sylvain Tesson et Homère pour un été avec Homère, épisode 6 aujourd'hui. On est toujours dans la partie du livre L'Odyssée, l'ordre des anciens jours. On arrive au chapitre Les royaumes du mystère. Les royaumes du mystère, ça sonne bien ça. Pour ceux qui veulent vérifier que je dis pas trop de bêtises, j'en suis page 90 du livre. Les royaumes du mystère. Ulysse échoue sur l'île des Lotophages, première incursion dans le monde irréel. Étape initiatique dans la cartographie de l'imaginaire dont nous ne nous extrairons plus avant le retour à Ithaque. Ulysse se glisse dans un interstice du merveilleux, comme le vaisseau de Star Trek dans un feuilletage spatio-temporel. Les lotophages offrent aux membres d'équipage une plante, le loto, doux comme le miel. Les marins sont conquis. Ce délice masque un poison car il vide l'homme de toute énergie, anesthésie la volonté, détruit la conscience. Il accoutume l'homme à flotter dans une semi-présence, agréable, stérile. Revient la mise en garde obsédante, ne pas succomber à l'oubli. Certains lettrés ont voulu deviner à quelle plante le loto faisait référence. Ces savants se trompaient de recherche, car le loto métaphorise les occasions de nous détourner de l'essentiel. Après tout, les heures que nous passons hypnotisés par les écrans digitaux, oublieux de nos promesses, dispendieux de notre temps, distraits de nos pensées, indifférents à notre corps qui s'épaissit devant le clavier, ressemblent aux heures hagardes des marins d'Ulysse sur l'île empoisonnée. Merci Pibou, salut. Les tentacules de la société digitale s'immiscent en nous. Ils nous arrachent à l'épaisseur de la vie vécue. Bill Gates et Zuckerberg sont les nouveaux dealers de l'auto. Chez les cicones, les marins ont péché par démesure. Chez les lotophages, ils risquent de se dissoudre dans la jouissance stérile. Citation. Mes gens, ayant goûté à ce fruit doux comme le miel, ne voulaient plus rentrer nous informer, mais ne rêvaient que de rester parmi ce peuple, et, gorgés de lotus, ils en oubliaient le retour. L'Odyssée, chant 9, vers 94 à 97. À 3, l'ubris, ici, l'oubli. Entre les deux, le défi d'être un homme, c'est-à-dire de s'empêcher, comme l'exprimait Camus, pour mieux se retrouver. Ce sera le chemin d'Ulysse. La navigation reprend jusqu'à l'île des Cyclopes.
Les cyclopes appartiennent à une race d'êtres monstrueux, des géants sans justice. Ils ne font pas partie des mangeurs de pain, c'est-à-dire qu'ils ne cultivent pas la terre. Ils n'ont qu'à se baisser pour ramasser les fruits d'un royaume de cocagne. Tout pousse sans labour et sans semaille dans leur terre, dit-on au chant 9 de l'Odyssée. C'est la règle dans la Grèce homérique. Quand on aborde une île, on s'empresse de chercher les traces d'agriculture. Elle signale la présence de la civilisation, sépare les hommes et les barbares. Au temps d'Homère, l'agriculture de la révolution néolithique était encore une invention récente, âgée seulement de quelques millénaires. Hésiode révèle dans Les Travaux et les Jours que les dieux ont caché la nourriture aux hommes. Charge à l'homme paysan de révéler ce qui a été dissimulé. C'est beau ça. Heidegger comparera le poète au cultivateur, tous deux appelés à produire ce qui flotte dans l'informe en attente d'une épiphanie. Un cyclope commence par dévorer les marins d'Ulysse comme des zakouskis sur une table russe. J'ai cherché zakouski, alors ça veut dire hors d'œuvre en russe, tout simplement, voilà, c'est les tapas russes. Puis il emprisonne l'équipage dans une grotte. Les petits fours attendront. Ulysse le berne en lui révélant que son nom est Personne. Puis il enivre son geôlier de vin, lui crève son œil unique et s'échappe de la grotte en dissimulant son équipage, russe de Sioux, sous les béliers du cyclope. Quand le monstre appelle ses pairs à la rescousse, il crie que le coupable est Personne. La ruse est géniale, et Homère invente là le premier jeu de mots de l'histoire. Ulysse marque un point sur le Christ, lequel déployait toutes ses vertus, sauf celle de l'humour. Toutes les vertus. Ulysse sauve le reste de ses compagnons, reprend la mer, mais commet une faute. Et quelle faute! Il ne peut s'empêcher de railler sa victime aveugle. Citation. « Cyclope, si jamais quelque mortel t'interroge sur ton affreuse cécité, dis-lui que tu la dois à Ulysse, fléau des villes, fils de Laërte et noble citoyen d'Ithaque. » Odyssée, chant 9, vers 502 à 505. Quel dommage, lui qui avait caché son nom jusqu'ici. Ici, c'est la vanité que dénonce Homère. Elle est certes un moindre mal que l'hubris, mais elle appartient au dérèglement de l'ordre des choses. Par fanfaronnade, Ulysse a péché et déclenché la colère de Poséidon, père du Cyclope. Désormais, le marin sera poursuivi par la fureur du dieu. Une longue suite de catastrophes, un chemin de croix, dira-t-on quelques siècles plus tard, va désormais paver le destin d'Ulysse. L'Odyssée devient code moral, mais l'homme peut toujours se racheter de ses forfaits par l'exercice de sa vertu, et mieux, de son intelligence. Dès lors, nous progressons de tragédie en désastre. Poséidon multiplie les choses trappes. D'abord, c'est l'Éolie. Le dieu Éole offre à Ulysse un cadeau, une outre en cuir qu'il recommande de ne pas ouvrir, ce que les hommes d'équipage s'empressent de faire sitôt Ulysse endormi. Les vents captifs s'échappent et une tempête démonte la mer. L'homme, incorrigible animal, ne peut se retenir de franchir les parapets que les dieux lui imposent. Bonjour, belle maman. Des bateaux ivres. Se succèdent une halte chez les géants Lestrygons qui massacrent quelques membres d'équipage et la fuite chez Circé, la magicienne. Circé est une amante étrange, une femme fatale. Elle transforme ses amants en bêtes. Les compagnons d'Ulysse se retrouveront pourceaux. Chez Circé, les dieux soumettent les hommes à une menace pire encore que l'oubli, celle de perdre leur identité physique. Ulysse en réchappera grâce à l'antidote d'Hermès, un filtre lui permettant de rester lui-même. Les dieux sont toujours là, prêts à seconder le héros endurant. Ils lui offrent l'antidote au péril même qu'ils lui font éprouver. Ulysse prend l'ascendant sur Circé, fait rendre forme humaine à ses marins, mais passe un an avec la magicienne, parce que tout de même, ce serait grand gâchis de laisser cette Greta Garbo bronzer seule sur son île. Quand ses compagnons le convainquent de reprendre le voyage, Ulysse se voit confier par Circé que des épreuves l'attendent. Il faudra d'abord visiter les morts de l'Hadès, première descente d'Ulysse aux enfers. La plongée au royaume des ombres est terrifiante. Elle commence par la rencontre avec sa défunte mère, qu'il tente d'embrasser en vain. Les morts sont impalpables et les bras se resserrent sur le vide. Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs, pleurait Baudelaire. Ils ne peuvent recevoir notre consolation. Un autre spectre s'avance devant Ulysse. C'est le devin Tirésias qui prophétise les embûches. Après le retour à Ithaque, Ulysse devra poursuivre le voyage, repartir à nouveau,
descendre encore aux enfers et accomplir un dernier sacrifice à Poséidon pour achever totalement de couturer le rideau du destin. Dans ces vers se confirme la dimension sacrée de l'Odyssée. Ulysse expie-t-il sa faute? Endosse-t-il le forfait de tous ses compagnons? Porte-t-il le poids des péchés humains comme un stoïcien crucifié, influencé par la pensée grecque, se persuadera de le faire quelques siècles après Homère? Puis défilent les ombres anciennes, princesses, titans, guerriers défunts. Voilà Agamemnon et Achille, qui lui fait cet aveu terrible. Lui, le splendide guerrier, aurait préféré une vie douce plutôt que la gloire post-mortem. Beaucoup d'entre nous doivent démêler cette ancienne, cette rengaine, chaque matin devant la glace. Quel est le sens de notre vie? Acquérir un renom ou jouir de la douceur? Passer de la postérité ou passer du bon temps? Pardon, passer à la postérité ou passer du bon temps, évidemment. Être un anonyme heureux ou un Achille aux enfers? Personnellement, j'ai déjà répondu à cette question, je ne me la pose plus. Mais nous ne sommes pas là pour ces questions. Nous sommes dans les enfers, dans l'ombre de la salle. Les vapeurs sont méphitiques, les apparitions inquiétantes. C'est l'effroi. Et Ulysse retourne à bord de sa nef, revient chez Circé, laquelle donne ses nouveaux conseils avant l'embarquement. Attention aux sirènes. Gare aux écueils de Charybde et de Scylla. Toujours la même rengaine. Ne vous perdez pas, ne vous diffractez pas, ne vous oubliez pas. Les îles sont éparses. Seule la réunion garantit un salut. Eh oui, Pauline. Suivre les lignes de vie. D'abord, les sirènes. Ah, les sirènes. Ça, on aime. Elles ambitionnent d'arracher l'homme à ses convictions, à sa destination, à sa ligne de vie. Leur monstruosité ne réside pas dans leur violence. Pis, elles tiennent tous les hommes à l'œil, connaissent la biographie de chacun. Elles rôdent, incarnation avant la lettre de Big Brother. Elles nous épient, préfiguration de ce cauchemar dans lequel nous barbotons avec un plaisir consenti, le big data de nos vies, contenu dans nos appareils numériques et archivé dans le cloud planétaire. Nous savons tout ce qui advient sur la terre féconde, murmurent les sirènes au chant douce de l'Odyssée. Nous savons tout ce qui advient sur la terre féconde. Homère nourrissait la prescience de ce qui adviendrait au XXIe siècle, le contrôle intégral grâce aux offices des GAFA. Dans l'Odyssée, les sirènes sont des oiseaux et non pas des créatures aquatiques qu'une tradition erronée a popularisées. Du ciel, les sirènes attaquent. Du ciel, les satellites nous surveillent. La transparence est un poison. Ulysse résiste à l'ensorcellement en se faisant attacher au mât du bateau. Puis les monstres de Charybde, gouffres béants, et de Scylla, rochers monstrueux, ponctionnent 6 marins. Homère a inventé des représentations terrifiantes de la tempête. Comme tout grec, il savait la mer lieu du danger absolu. Quiconque a éprouvé l'imminence de la dislocation d'un bateau par 73 nœuds de vent ne trouvera rien d'étonnant qu'un poète donne à la furie des mers les traits d'une hydre. On voit bien un marin, retour d'une navigation par force 10, écoutant le récit de Charybde et de Scylla marmonné par devers lui. J'ai connu pire. Je fais bien le marin? Dans le dernier épisode raconté à la cour des Phéaciens, Homère saisit l'ultime occasion de décrire l'incapacité des hommes à se comporter avec mesure. L'équipage prend pied sur l'île du Soleil, sommet de la géographie sacrée, territoire du tout-puissant Hélios. Symboliquement, nous pourrions y déceler la métaphore de notre terre, régie par le soleil, fécondée de photons. On ne doit pas toucher aux richesses de l'astre, a prévenu Circé. Ulysse a transmis la recommandation à ses marins. Serait-ce la manière antique de signifier que l'homme ne doit pas assez arraisonner les trésors de la terre, piller ses ressources, la mettre en demeure de livrer ses bienfaits? Malgré les recommandations, les hommes d'équipage transgressent l'ordre et sacrifient les troupeaux du soleil pour se taper un gueuleton. Quelle fatigue, ces humains. Tiens, j'entends la voix de Judith Daleazzo dans ce « Quelle fatigue, ces humains ». Une fois encore, ils ne sont pas tenables. Tirésias avait pourtant dit à Ulysse qu'il y avait un moyen d'échapper à Hélios. Si tu n'y touches pas et ne penses qu'à ton retour, au chant 11 de l'Odyssée.
Toujours le même impératif, obsession Hélène, ne pas dévier, bien se conduire, tenir le cap. De l'épisode du sac d'éole à celui des vaches du soleil, c'est au moment où Ulysse s'endort que ces hommes contrecarrent ses plans et se comportent imbécilement. Le sommeil symbolise l'oubli. Soyez attentifs, disent les melkites grecs pendant le Saint-Office. Tenons nos âmes en haleine, préconisait Montaigne. Maintenons-nous aux aguets, conseillait Marc Aurèle. Ces recommandations clamées au long des siècles reflètent l'idée d'Homère. Alors, Hélios punit les hommes d'équipage en les précipitant dans une tempête. C'est le désastre final dont seul Ulysse réchappe. 10 jours plus tard, il arrive chez Calypso. On le retrouve au début de l'Odyssée et l'on reprend le fil du récit au premier chant. La boucle est bouclée. Le retour à Ithaque peut commencer. Que retient-on de ces premiers chants de l'Odyssée? Alors vous avez suivi? La vie nous impose des devoirs. Il importe d'abord de ne pas transgresser la mesure du monde. S'il faut réparer un forfait commis, il ne faut pas dévier de sa course, ni renier les objectifs fixés. Enfin, ne jamais oublier l'individu que l'on est, ni l'endroit d'où l'on vient, ni l'endroit où l'on va. Pour Ulysse, la tension sera simple. Rentrer en sa patrie, en chasser les usurpateurs. Il triomphera de ne jamais s'en laisser distraire. Entre un guerrier trop orgueilleux, un pourceau d'amour, un mangeur de lotus hébété ou un mort flottant dans les enfers, un point commun. Tous dérogent à l'une des règles antiques, ils dévient de leur axe. À partir du chant 13, la reconquête d'Ithaque constitue la deuxième partie de l'Odyssée. Les Phéaciens, fidèles à leur vocation d'ambassadeurs entre les royaumes divins et le séjour des hommes, reconduisent Ulysse sur le rivage d'Ithaque. Ils lui avaient promis d'organiser sa logistique du retour. Ils le déposent sur la côte, endormi. Poséidon assouvit sa vengeance promise non pas en s'en prenant à Ulysse, bourreau de son fils, mais en pétrifiant le bateau des passeurs phéaciens en rocher. C'est une image frappante, wagnérienne. Imaginez le vaisseau du châtiment comme un monument pétré rivé à la surface de la mer. Oui, pétré, ce n'est pas une faute de frappe ni une faute de lecture. Je l'ai appris ce matin, ça veut dire tapissé de pierre, pétré. Désolé pour ceux qui le savaient déjà. Dans l'actuel Ithaque, en pleine mer ionienne, un îlot minuscule verrouille le pertuis de communication avec la baie naturelle. L'esprit a du mal à n'y point discerner le vaisseau de l'Odyssée. Ce bateau-pierre est le rocher que Poséidon roule sur la galerie de passage entre le monde des hommes et les arrière-plans magiques. Cette fois, la dalle est cimentée. Ulysse ira certes revoir les morts une fois encore après la reconquête de son royaume, mais il ne connaîtra plus ces circulations dans les parages de monstres et d'ensorceleuses. Adieu, magie. Le basculement dans les temps de la raison est venu. Bienvenue à toi, Ulysse, dans le monde que tu regrettais. Pour l'heure, il se réveille sur le rivage, la conscience embrumée. À nouveau le frappe la malédiction grecque de ne pas savoir où l'on se trouve ni ce que l'on cherche. Notre héros ne reconnaît pas son île, car la fille de Zeus l'avait enveloppé d'un brouillard pour qu'il demeurât invisible. Chant 13 de l'Odyssée. Commence alors la partie réservée au retour du héros, la reconquête de la douceur par la violence, la restauration de l'ordre, l'éradication des envahisseurs. Le retour d'Ulysse sonnera alors comme un adieu au grand récit d'aventure. Et cet adieu au récit d'aventure, nous le ferons demain. Fini pour aujourd'hui. Très belle journée à vous, ensoleillée.